Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre plateau Focus Santé. Aujourd'hui, Focus Santé s'intéresse à la paralysie après l'AVC. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Qu'est-ce que d'abord l'AVC? Qu'est-ce que la paralysie? Nous vous donnerons beaucoup plus de précisions, mais c'est tout après le jingle. Bien évidemment, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec le docteur Herbert Dosouyovo qui n'est plus à présenter. C'est un des habitués de notre plateau Focus Santé. Bonjour docteur. Bonjour madame. Merci toujours de répondre à notre appel lorsque le besoin se fait ressentir. Plaisir partagé. Merci beaucoup docteur. Alors, de nombreux survivants d'AVC et leurs soignants se trouvent à se demander s'il est possible de guérir la paralysie après un AVC. Et de quoi est-il question dans ce processus? C'est de cela que nous allons bien sûr parler sur ce plateau avec le docteur Dossou Herbert. Alors docteur, déjà, qu'est-ce que l'AVC? Ok, merci beaucoup madame. Et pour l'accident vasculaire cérébral, c'est ça qu'on appelle AVC. On réduit les sigles en AVC. Un accident, c'est quelque chose qui survient de façon brutale, de façon inattendue, qu'on n'avait pas prévu. Donc, c'est pourquoi on parle d'accident. Et cet accident survient maintenant au niveau du tissu vasculaire et plus précisément au niveau cérébral, au niveau du cerveau. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'accident vasculaire cérébral. Et l'évolution, cet accident peut se produire de deux manières. Vous savez, au niveau du cerveau, nous avons des vaisseaux qui parcourent tout le cerveau. Donc, peut-être il y a un caillot qui, circulant dans l'organisme, au niveau des vaisseaux, vient au niveau d'un micro-vaisseau, au niveau du cerveau, et le diamètre de ce caillot est arrivé à l'instant et dépasse le diamètre, le calibre de la Terre qui est là. Et ça va se boucher. Et quand ça bouche, l'espace après le caillot ne vit plus. Parce que le sang ne circulant plus, ça n'amène plus l'oxygène. Et en ce moment, on parle d'accident vasculaire cérébral ischémique. Parce que c'est un truc qui est venu pour bloquer la circulation du sang. Est-ce qu'avant que ça ne survienne, est-ce qu'il n'y a pas de petits signes qui pourraient mettre la puce à l'oreille au patient? Oui, il y a des signes évocateurs, par exemple? Il y a les maux de tête, il y a les flous visuels, il y a une lourdeur au niveau de la tête, il y a, et parfois la personne va perdre connaissance de petites perte brève de connaissance ou de petite paralysie. Il y a ça qui peut entraîner un AVC. Parce qu'il y a deux mécanismes pour les AVC. Donc c'est le premier mécanisme que je viens d'expliquer en parlant qu'il y a un caillot qui a obstrué au niveau d'un vaisseau. Donc la partie après, le caillot n'a plus l'oxygénation. Oui. Donc le cerveau à ce niveau meurt. Okay. Le deuxième mécanisme, c'est que la pression maintenant au niveau du sang, au niveau du vaisseau, elle est énorme au niveau de ce vaisseau et cela entraîne une rupture du vaisseau et le sang gicle, jaillit dans le cerveau. En ce moment, on parle d'accident hémorragique. Là, c'est l'hémorragie parce qu'il y a du sang qui s'est éparpillé dans tout le crâne, tout le cerveau, donc à une partie du cerveau. On parle d'accident vasculaire cérébral hémorragique. Mais quand c'est un caillot qui bloque, qui obstrue, on parle d'accident vasculaire cérébral ischémique. Et le traitement varie en fonction du mécanisme. Le même traitement, ce n'est pas le traitement qu'on applique à celui qui fait un accident vasculaire hémorragique qu'on applique à celui qui fait un accident vasculaire ischémique. Puisque nous sommes en train de parler de la paralysie après un AVC, qu'est-ce qu'il faut comprendre alors par la paralysie? Oui, c'est le mécanisme, tout part du mécanisme. Parce que quand la personne qui a un accident vasculaire ischémique, et ça veut dire que la partie en amont du cerveau
n'a pas été oxygéné, ça perd des fonctions. Et comme c'est le cerveau qui dirige tous les mouvements de l'organisme, les muscles, qui commandent tous les muscles, si la partie du cerveau, parce que dans l'organisme a une représentativité au niveau du cerveau. Donc si la partie qui est en cause au niveau du cerveau, en ce moment, ça va se répercuter sur le côté, au niveau de l'individu, et ça va peut-être, si c'est au niveau du membre supérieur, au niveau du membre inférieur, ou bien de l'hémicorps, c'est-à-dire le membre supérieur et le membre inférieur n'auraient plus de vitalité, ou c'est au niveau de la face, on a la bouche qui est au niveau de déviée. la face, donc, puisque nous sommes en train de parler de la paralysie après un AVC, qu'est-ce qu'il faut comprendre alors par la paralysie? Oui, c'est le mécanisme, tout part du mécanisme. Parce que quand la personne qui a un accident vasculaire ischémique, et ça veut dire que la partie en amont du cerveau n'a pas été oxygénée, ça perd des fonctions. Et comme c'est le cerveau qui dirige tous les mouvements de l'organisme, les muscles, qui commandent tous les muscles, si la partie du cerveau, parce que dans l'organisme a une représentativité au niveau du cerveau. Donc si la partie qui est en cause au niveau du cerveau, en ce moment, ça va se répercuter sur le côté, au niveau de l'individu, et ça va peut-être, si c'est au niveau du membre supérieur, au niveau du membre inférieur, ou bien de l'hémicorps, c'est-à-dire le membre supérieur et le membre inférieur n'auraient plus de vitalité, ou c'est au niveau de la face, on a la bouche qui est déviée. Oui, au niveau de la face, donc, au niveau de la télé, là, nous avons une paralysie faciale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, parce que c'est le territoire qui est atteint. Est-ce que tout se passe dans la tête? Tout se passe au niveau de la tête. C'est au niveau du cerveau qu'il y a la représentativité. Et en fonction de la déviation de la bouche, du corps, du côté paralysé, nous, médecins, on sait déjà à peu près où se situe la lésion. Parce que très souvent, on a l'habitude de dire que le malade regarde ça, la lésion. Donc, si l'AVC survient au niveau du côté gauche, vous allez voir, le malade aura tendance à regarder du côté gauche ou du côté droit. Ça dépend. Maintenant, donc, si c'est une hémorragie aussi, c'est la même chose. Donc, le déficit qu'on observe après l'AVC est une conséquence, une complication de son accident vasculaire cérébral. Et il y a un diagnostic, il y a un examen qui est primordial qui permet de faire ce diagnostic. Oui, bien sûr, j'allais vous poser cette question. Comment est-ce que vous arrivez à diagnostiquer cela? Ce diagnostic se fait par le scanner. C'est uniquement nécessairement le scanner qui permet de faire le diagnostic et qui va nous dire que cet AVC, c'est hémorragique ou bien c'est ischémique. Et c'est en fonction de cela que le médecin maintenant peut mettre le traitement en place. Parce que si jamais c'est un AVC hémorragique et il met un traitement pour l'ischémie, il va compliquer ce malade et le malade va en succomber. Même chose si c'est un truc, une AVC ischémique et il met le traitement d'une AVC hémorragique. Donc, vous voyez, le scanner elle est indispensable pour pouvoir traiter. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes malades quand ils viennent, je leur dis que je me retrouve à un carrefour et je ne sais pas si je dois prendre par la droite ou par la gauche. Et il faut forcément que j'ai le scanner qui va m'orienter. Alors, docteur, dites-nous, est-ce que vous pouvez nous énumérer clairement quelques causes pour que les téléspectateurs puissent mieux comprendre que la paralysie après un AVC, qu'il y a des causes précises qui sont à la base de cela? La première des causes qu'on trouve, c'est qu'il y a l'hypertension artérielle. La tension? La tension artérielle. Élevée ou basse? Élevée. C'est une tension élevée qui entraîne ça. Il y a l'obésité. Élevée jusqu'à combien, par exemple? Ça varie. Parce qu'il y a certains qui font jusqu'à 15, 17, 18 de tension. Il y a des tensions qu'on retrouve à 22. À 22? À 22. Oui, il y a des gens qui sont à 220 et 110 de mercure. Parfois qui évoluent correctement, mais la tension est élevée. Mais quand vous le voyez, vous n'avez pas... on ne dirait pas que celui-là, qu'il est malade, en fait. Mais le monsieur, même il sait, ou la dame même sait qu'elle est malade, parce qu'il y a des signes. Il y aura des maux de tête, il y aura des flous visuels, il y aura une fatigue. Il sait et il supporte, il dit que ça va passer, je vais prendre le temps d'aller à l'hôpital. J'irai maintenant, j'irai demain, j'irai après-demain. Il se dit que j'ai un médicament qu'on m'avait prescrit il y a 4 ans, 5 ans pour la tension. Bon, je vais essayer de prendre un comprimé et ça ira, alors que
les signes sont toujours là et ça annonce. L'AVC, surtout quand elle s'annonce au moins 24-48 heures avant. Elle s'annonce. Ah bon, 24-48 heures à l'avance. Et comment est-ce que cela s'annonce? Moi, je suis bien curieuse. Tout comme les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre à l'instant. Non, ce sont ces signes qu'on voit quand il y a des maux de tête. Vous avez parlé de la trouble de vision tout à l'heure. Il y a les maux de tête, il y a des fourmillements ou des paresthésies. On a l'impression qu'il y a une lourdeur d'un côté du corps. Je sens que mon côté droit ou mon côté gauche, là, elle est plus lourde maintenant aujourd'hui. Il y a des petits signes, mais qu'on ne prend pas réellement compte. On n'en tient pas compte parfois. Et c'est ça qui devient compliqué après. Il y a de petits... Ça ne se vient pas de façon aussi brutale, comme on le dit, mais on sent des petits signes. C'est l'individu qui banalise parfois ces petits signes et malheureusement, ça survient. Mais il y a une chose qu'il faut aussi dire. Quand l'AVC survient, c'est intéressant d'amener ce malade à l'hôpital le plus rapidement possible. Oui. Et si on le fait, le scanner, dans les 4 heures qui suivent son AVC et qu'on identifie le mécanisme, l'intéressé a beaucoup de chances. Il a 80% de chances de récupérer si le mécanisme est identifié et le traitement mis en place. Mais quand on vient après 6 heures de temps, c'est là où on commence par gérer les complications. Tout à l'heure, je vous ai dit que si c'est ischémique, il y a une partie du cerveau qui n'est plus irriguée. Vous voyez que si rapidement on pose le diagnostic, on met le traitement qu'il faut, et on va déboucher ce caillot et la personne va récupérer complètement comme s'il n'a rien fait. Dans ce cas-là, quels sont souvent les membres qui sont touchés? Ça peut être une partie du corps, la moitié du corps, c'est ça qui est hémiplégie. Totalement, c'est-à-dire de la tête aux pieds. De la tête aux pieds, un côté. Ou ça peut être une paraplégie. Parfois, la personne n'est pas complètement, le membre n'est pas complètement paralysé. Il peut plus soulever peut-être un bras. Il peut soulever le bras et c'est le pied qui ne bouge plus, ou bien c'est le pied qui bouge, ou bien le bras qui ne bouge pas. Ou il y aura des sensations au niveau perte de sensibilité d'un côté plus qu'un autre, ou bien perte de tonicité, c'est-à-dire il peut se tenir sur ses pieds, mais il dandine sur le pied parce que le mécanisme n'est pas allé au bout, l'obstacle s'est vite levé et donc il va souffrir un peu. Alors docteur, dites-nous, quelles sont les conséquences de ce phénomène sur le patient, non seulement sur le patient, mais aussi son environnement, parce que si il a eu à faire un AVC et qu'il est devenu hémiplégique, c'est-à-dire sa vie va changer, son environnement aussi va prendre un coup. Quelles sont les conséquences de cela? C'est énorme. C'est énorme parce que imaginez un père de famille ou une mère de famille qui du jour au lendemain se retrouve immobilisé à la maison. Alors que c'est lui qui ramenait le gagne-pain à la maison et tout. Il y a un problème à ce niveau. Personne ne peut plus vivre correctement. Même ce malade qui est dans le lit, il sera de plus en plus anxieux, soucieux, ça pourrait énervé, le conduire à la dépression. À d'autres complications. Il peut récidiver sur son AVC parce qu'il est très fâché. Le monsieur qui a l'habitude de faire ses besoins lui-même, maintenant, il faut forcément quelqu'un chaque fois pour qu'il puisse se mobiliser. Le pire, c'est que quand il ne récupère pas et qu'il doit rester couché dans le lit tout le temps, tout le reste de sa vie, vous-même, vous voyez, ça mobilise toute la maison. Personne n'est plus en liberté parce qu'il faut forcément quelqu'un qui soit avec lui, qui soit pour l'aider. Ça, il y a des moyens financiers, physiques et psychiques, tout l'environnement. Et cela pourrait entraîner des effets secondaires. Oui. Ça peut entraîner des effets secondaires comme des escarres, parce qu'un malade qui est alité et qui ne bouge plus, il peut entraîner des plaies au niveau des parties du corps qu'on appelle escarres. Il peut développer d'autres troubles au niveau cardiaque comme au niveau psychologique. Il sera tout le temps irrité, tout le temps énervé et il peut faire maintenant une autre récidive sur le même côté, comme sur le côté sain. Et là, vous voyez que ça devient encore plus compliqué. Alors, puisque nous sommes en train de parler des facteurs qui pourraient influencer les chances de guérison après un AVC et suite à une paralysie, alors
Quels sont ces facteurs-là? Vous avez parlé tout à l'heure de 80% si l'intéressé est vite emmené au centre de santé. Mais quels sont les facteurs qui pourraient vraiment influencer la chance de guérison de ce dernier? La chance, c'est d'abord, comme j'ai dit, il faut arriver à poser le diagnostic, c'est-à-dire le mécanisme. Et ce mécanisme importe énormément, ça permet de mettre le traitement. En plus, en fonction du mécanisme, 24-48 heures après, on associe la kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est quoi déjà? Au fait, c'est aussi une discipline de la médecine qui permet de mobiliser les muscles, de mobiliser les corps pour pouvoir permettre à ce que la personne qui est dans une passivité puisse retrouver sa mobilité. Donc, et vous prescrivez cela à l'intéressé selon une période donnée, c'est ça? Selon comment on appelle-t-on? La gravité de son cas? Selon la gravité du cas, on peut dire que déjà à 72 heures après, il faut qu'on associe en même temps la kinésithérapie parce qu'un muscle qui est au repos s'atrophie. Oui. Et donc, il faut permettre aux muscles de continuer toujours d'être en mouvement et ça permet aussi de lancer des influx pour que le nerf puisse reprendre et que les muscles puissent reprendre progressivement à se mobiliser. Voilà, donc, bien sûr. En parlant de la kinésithérapie, j'ai lu quelque part qu'il y a des études qui montrent que la rééducation, à long terme, aide vraiment les patients à se retrouver. Quand on parle de long terme, est-ce que c'est pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ou bien c'est juste 3 mois, 2 mois, je ne sais pas. La rééducation, elle est à vie. La rééducation, c'est-à-dire, elle est jusqu'à ce qu'il y ait une récupération complète. Parce que celui qui fait un AVC avec un déficit, le kinésithérapeute ne va pas passer 24 heures sur 24 avec lui, à travers avec lui. Oui. Il faut y a des jours lui-même, après quand le passage du kinésithérapeute, il peut continuer les mêmes examens, les mêmes exercices que le kinésithérapeute a essayé de faire avec lui. Donc, lui-même, il doit continuer à faire une rééducation à son niveau. Le spécialiste viendra pour donner certains moyens d'autres types, mais lui-même, il doit continuer. Et c'est cet exercice de façon qu'il répète de façon continuelle qui va permettre à ce qu'il va vite récupérer ou il ne va pas récupérer. Parce que pour quelqu'un qui a fait un AVC et qui se dit, bon, maintenant, moi, il y a une partie de mon corps qui ne bouge pas et qui ne se décide pas, là, il ne met pas la volonté dedans pour pouvoir se relever, il va s'asseoir dedans, il va se morfondre dans cela, quel qu'en soit même tout ce que le kinésithérapeute va faire, ça ne va pas prendre. Mais si psychologiquement lui-même dit que je vais remarcher, je dois marcher, je dois récupérer, et qu'il accompagne cela réellement, et que la famille, le kinésithérapeute, tout le monde l'accompagne, vous allez voir que cette personne a plus de chances de récupérer que quelqu'un qui se dit, bon, je viens de faire un AVC, je ne bouge plus, bon, c'est fini, et lui, il a très peu de chances de récupérer. Docteur, vous avez dit tout à l'heure que tout se passe dans la tête. Oui. Comment est-ce que le cerveau et le corps guérissent et réagissent face à cette situation? Oui, c'est comme l'homme, le cerveau est un instrument très complexe et très intéressant. Parce que c'est ce qu'on lui dit qu'il fait. Oui. Et donc, si nous-mêmes, nous disons que nous voulons quelque chose, tout ce que l'homme fait vient du cerveau. On envoie l'information au cerveau et de retour, le cerveau permet à ce que le mouvement qu'on veut faire, ce qu'on veut faire, puisse se réaliser. Donc, si on dit à notre cerveau qu'on veut récupérer, on va récupérer. Et nous allons mettre les moyens qu'il faut avec. C'est vrai, s'il n'y a pas les moyens qui suivent, la personne aura du mal à pouvoir gérer. Oui, mais si les moyens sont là, il n'y a pas de raison que cette personne ne récupère pas si lui-même décide de récupérer. Mais quels qu'en soient les moyens qu'on va mettre à la disposition de cette personne, s'il ne se donne pas, on ne pourrait pas avoir... Y a-t-il des moyens de prévention? Les moyens de prévention, il y a l'alimentation. L'alimentation, il faut agir sur l'alimentation, régime peu de sel, pas de sucre, pas trop de sucre, pas trop d'huile. Il faut réduire tout ça, surtout quand on commence par avoir une âge de 40 ans. Il faut savoir réduire surtout le sel. On met beaucoup de sel dedans. Les bouillons que nous utilisons et autres. Il faut diminuer parce il faut revenir au naturel. Ça ne permet pas à l'organisme, au vaisseau de pouvoir réduire les huiles parce que cela, au niveau du sang, on parle de cholestérol, ce qui s'accumule, les parois des vaisseaux deviennent épaisses
et un jour, comment dirais-je, un lambeau, un caillou va se détacher et va commencer par évoluer. Là, je continue, il faut l'activité physique et l'activité sportive, le sport. Vous savez, l'organisme utilise et le cerveau utilise deux choses. Il y a le sucre et il y a l'oxygène. Donc, quand on mange, il faut utiliser le sucre qu'on a apporté pour permettre à ce que les muscles puissent réellement... Donc, le sport est indispensable pour permettre une bonne vie et permettre de limiter ces maladies. En plus de cela, maintenant, si on a des disponibilités génétiques, il faut en tenir compte. Si on a une obésité, il faut tenir compte. Si dans la famille, il y a des parents qui ont fait déjà l'AVC, ils souffrent de la tension, du diabète, il faut tenir compte de cela et prendre toutes les dispositions nécessaires pour se surveiller, et d'où l'importance de faire un bilan annuel au moins pour pouvoir faire un check-up chaque année pour voir où est-ce qu'on en est, pour savoir quoi manger, et quelles dispositions prendre pour ne pas se retrouver face aux complications. Docteur, avant de passer à notre prochaine étape sur cette émission, comment est-ce qu'on peut éviter l'AVC qui est d'ailleurs à la cause de cette paralysie? Oui, comme je l'ai dit, l'AVC, ça peut s'éviter si on mange de façon correcte, saine. On fait des activités aller régulièrement faire son bilan de santé. Et il n'y a pas de raison qu'on souffre, qu'on fasse un AVC. D'accord. Merci beaucoup, docteur. Avec la complicité de la régie, nous allons passer à notre deuxième phase par rapport à cette émission. Docteur, nous sommes presque à la fin de cette émission. C'est la phase conseil. Quel conseil donnerez-vous à nos téléspectateurs qui nous suivent ou qui nous ont suivis tout au long de cette émission? Merci, madame. Ce que je peux dire à nos téléspectateurs, c'est que l'accident vasculaire cérébral, c'est une pathologie évitable, mais aussi, même quand ça survient, ça dépend de comment on s'y prend pour que cela ne donne pas les complications, les séquelles à long terme qui sont, là, en particulier la paralysie. Donc, ce qu'il faut faire, il faut mener une activité physique et sportive correcte et une alimentation saine se rendre régulièrement à l'hôpital pour son bilan de santé, prendre ses médicaments régulièrement si on est sous un traitement. Et en plus de ça, maintenant, si jamais l'AVC survenait, essayez d'amener rapidement l'intéressé à l'hôpital, puisqu'il a 80%, c'est ce que vous avez dit, de chance de récupérer s'il est vu tôt et que le diagnostic est posé et que le traitement qu'il faut est disponible en ce moment. C'était le docteur Herbert Dossou-Yovro qui était avec nous sur ce plateau. Nous avons parlé de la paralysie après l'AVC. Il nous a expliqué de long en large ce que cela veut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'il faut se comporter, comment l'éviter. Alors, chers téléspectateurs, désormais, vous savez quoi faire pour éviter que ce soit l'AVC, que ce soit la paralysie. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour un autre numéro de Focus Santé. Bonsoir chez vous.